Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très, très heureuse au nom du Bureau de donner des ailes à la santé dont je suis secrétaire de vous accueillir dans cet atelier aujourd'hui sur un thème qui nous est cher à donner des ailes à la santé, lancer une démarche égalité dans son établissement, qui est un sujet très important pour notre association, parce que c'est un sujet qui permet de vraiment transformer l'approche en faveur de la mixité et qui est aussi un sujet symbolique pour nous, puisque c'est aujourd'hui le tout premier atelier organisé par Donner des ailes à la santé avec le soutien institutionnel, vous le voyez sur la slide, de Janssen. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, parce que ce n'est pas ce que je vais vous dire qui est intéressant, je vais passer tout de suite la parole à Alice de Kellar. Alice qui travaille au quotidien sur le fonctionnement de l'association et qui va vous présenter succinctement notre collectif avant de vous présenter également nos intervenants de cette session que je remercie très chaleureusement d'être à nos côtés aujourd'hui. Alice, je te laisse la parole. Merci Valérie, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce premier atelier de donner des ailes à la santé. Donc, avant de passer la parole à nos orateurs et oratrices, juste quelques mots pour vous présenter l'association Donner des ailes à la santé. Donc, Donner des ailes, c'est une initiative qui a déjà maintenant un peu plus de 2 ans, qui est à l'origine créée par un collectif de professionnels de santé, de membres de direction d'établissements, d'acteurs de la santé, d'industriels, qui étaient vraiment motivés, à la fois des hommes, des femmes, pour faire avancer le sujet de l'égalité dans la santé. L'association est donc officiellement une association depuis l'été dernier et nous intervenons sur plusieurs types d'actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, de manière annuelle, nous réalisons un baromètre en partenariat avec Ipsos pour vraiment évaluer et analyser la réalité de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements. C'est avec des éléments très factuels qu'on peut se rendre compte de la situation. Nous avons également des ateliers que nous souhaitons bimensuels et c'est le premier. On vous parlera en conclusion un petit peu des autres ateliers. Si vous voulez en savoir plus sur l'association, je vous invite à aller découvrir notre site web qui est en ligne depuis cette semaine. C'est donnerdesailesalasanté.org, L-E-2-L-E-S comme le logo qui s'affiche juste à l'instant sur votre écran. Et la dernière action dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est vraiment l'action qu'on va développer pendant cet atelier, c'est la démarche égalité dans l'établissement. Donc l'objectif, et c'est le souhait qui a été porté par le comité de pilotage de l'association, c'est d'accompagner les établissements avec des outils qui se veulent vraiment concrets et pratiques pour mettre en œuvre cette démarche égalité localement. L'idée, c'est que c'est vraiment avec des actions pratiques, des plans d'action, de la communication et en mettant ensemble tout le monde autour de la table, on peut faire avancer ce sujet qui est extrêmement important. On sait qu'il y a énormément d'attentes. Et donc, l'objectif de cet atelier, c'est de vous donner un petit peu des témoignages, des retours d'expérience d'établissements qui l'ont fait et de vous présenter les outils qui sont proposés par l'association. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole donc, aux orateurs. Juste quelques petites explications sur le déroulement de l'atelier juste avant. Donc, on a coupé vos micros et vos caméras pour voilà, que ce soit plus simple de bien entendre les orateurs. Et bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses pendant l'atelier, donc après les prises de parole. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous proposer de mettre vos questions dans le chat. Et donc, Florian, mon collègue, va lire les questions au fur et à mesure. Donc, même pendant les interventions, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. Et l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment un vrai temps d'échange après les prises de parole pour qu'on puisse répondre à vos questions le mieux possible. Donc, je vais laisser la parole aux orateurs. Donc, dans un premier temps, on aura Sophie Barre et Philippe Bagnol. Donc, Philippe Bagnol, qui est directeur général du CHU de Béziers, et Sophie Barre, qui est directrice des ressources humaines et de la formation. Et c'est un petit peu les instigateurs de cette démarche. C'est les premiers qui l'ont mis en place dans leur établissement et on s'est beaucoup appuyé sur leur retour d'expérience pour proposer cette démarche aux établissements. Et ensuite, on aura le docteur Marie-France Oliéric, qui est gynécologue et qui est aussi présidente de la CME au CHR de Metz-Thionville et qui fait partie d'établissements pilotes qui ont lancé la démarche avec l'accompagnement de l'association. Donc, on vous laissera partager leur témoignage. Donc, Sophie, Philippe, je vous donne la parole. Merci Alice. Merci vraiment à Donner des ailes à la santé de nous donner l'occasion avec Philippe Bagnols de pouvoir partager l'expérience et notre expérience sur le sujet de l'égalité, qui est une expérience d'un peu plus de 10 ans. Donc, c'est aussi une sorte d'anniversaire intéressant à marquer.
Alors, une petite correction, Alice, si vous permettez. Le centre hospitalier de Béziers n'est pas encore tout à fait universitaire. Je pense que ça ne saurait tarder, mais ce n'est pas encore le cas. Le parti que nous avons choisi avec Sophie pour vous parler de la démarche égalité que nous avons engagée dans l'établissement précédent dans lequel nous travaillons et maintenant à l'hôpital de Béziers, c'est de vous raconter une histoire. Et l'histoire commence en 2011, il y a 10 ans, au moment où Sophie arrive et est recrutée au sein de l'équipe de direction de l'hôpital de Thuir. Thuir, c'est un hôpital psychiatrique qui est dans les Pyrénées-Orientales, d'à peu près 1500 agents. Et lorsque Sophie arrive, elle arrive avec ses convictions. Et elle commence à me parler de démarche égalité. Et j'ai un aveu à vous faire, c'est qu'il y a 10 ans, je n'étais absolument pas convaincu de l'intérêt d'engager une telle démarche. J'étais très représentatif de tous les clichés qu'on peut avoir sur le sujet, à savoir, il n'y a pas de sujet d'égalité à l'hôpital puisqu'il y a des statuts dans la fonction publique hospitalière, ou il n'y a pas de sujet d'égalité à l'hôpital puisque 75% des agents hospitaliers sont des femmes. Bref, tout ce genre de choses que vous entendez encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc à ce moment-là, j'étais moi, je le reconnais, dans cette posture-là, dans cette position-là. Le déclic vient de deux choses qui se produisent simultanément. C'est d'abord une situation que j'ai à connaître en tant que chef d'établissement, situation assez douloureuse sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici, mais qui est une situation de maltraitance conjugale qui concerne 2 agents de l'établissement. Voilà, j'apprends ça, ce qui est toujours un moment extrêmement difficile quand on apprend ce genre de choses. Et simultanément, Sophie me dit, prononce une phrase que je n'ai jamais oubliée, qui est pour moi un véritable déclic. Et la phrase, c'est « Ce n'est pas parce que l'égalité, ce n'est pas un problème pour toi, que ce n'est pas un problème à l'hôpital. » Donc ça, c'est quelque chose qui, j'avoue, m'ébranle profondément à ce moment-là. Et je me tourne vers Sophie, je dis, peut-être y aurait-il intérêt à faire un diagnostic et constater si oui ou non, il y a un problème d'égalité à l'hôpital. Ce qui est important dans cette première étape que vient de décrire Philippe, en tout cas qui a vraiment été importante pour moi, c'est d'avoir le directeur comme promoteur de la démarche égalité et qui était complètement inclus dès le début sur le lancement des travaux autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, en tant que référente égalité et directrice adjointe, j'ai toujours considéré que soit le directeur général, soit le président de CME ou les deux, il est vraiment absolument nécessaire qu'il soit promoteur des réflexions et de la démarche égalité. Donc, Sophie fait un diagnostic, engage un diagnostic. Petite précision, elle n'est pas DRH. Elle est directrice adjointe, mais pas en charge des ressources humaines. Elle a une autre direction à ce moment-là, qui n'est pas directement sur ce type de sujet, en tout cas par tradition. Donc le diagnostic, j'ai envie de dire, elle me le met sous le nez, après toutes les difficultés qu'il y a à le réaliser. Et le diagnostic, il montre 3 choses. 1, que l'établissement est inégalitaire en matière de rémunération. Deuxièmement, qu'il est inégalitaire en matière de déroulement de carrière et qu'il est aussi inégalitaire en matière d'état de santé comparé des femmes et des hommes. Il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, c'est-à-dire là, c'est plus 2011, on doit être en 2012, quelque chose comme ça, il n'y a absolument rien. Et c'est la situation paradoxale, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les enquêtes, par exemple, les enquêtes de données des ailes qui sont remarquables, ce sont des outils que nous n'avions pas il y a 10 ans. Il n'y avait absolument rien. C'est assez paradoxal puisque c'était des documents qu'il fallait obligatoirement fournir. Ça s'appelait, me semble-t-il, le bilan social genré, mais personne ne le produisait. Donc, je constate que mon établissement est inégalitaire. Et deuxième aveu que j'ai à vous faire aujourd'hui, c'est assez douloureux pour un chef d'établissement. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît un élément clé dans l'engagement d'une démarche égalité, c'est qu'il faut comprendre que pour un chef d'entreprise, reconnaître que son établissement
pose problème sur quelque chose qui est quand même une valeur inscrite au fronton de la République. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Reconnaître qu'on est inégalitaire, même si on ne l'est pas soi-même, que l'établissement génère de l'inégalité, ça a quelque chose de douloureux. Cette douleur, c'est en fait la notion de remise en cause. L'égalité, s'engager dans une démarche égalité, me laisser convaincre qu'effectivement, il fallait regarder la réalité en face, c'est une remise en cause. Et dans les démarches qui doivent être engagées, il faut comprendre que pour un directeur, un chef d'entreprise, c'est pas forcément quelque chose de facile. Alors, c'est vrai que établir le diagnostic en 2012, 2013 et pendant plusieurs années, ça a vraiment été quelque chose de très complexe à faire au niveau de l'hôpital. Déjà, dans un hôpital, en général, il y a des données RH pour le personnel non médical et des données RH qui sont au sein du service des affaires médicales. Donc, il faut convaincre 2 directeurs, 2 collègues, 2 services de travailler un peu différemment pour construire des indicateurs dynamiques qui vont venir intégrer ce qu'on appelle le rapport de situation comparée, qui effectivement est une obligation très ancienne, mais obligation que peu d'entreprises et peu d'hôpitaux respecter, ou en tout cas respectent encore, je ne sais pas. Donc ça a été difficile parce que tout de suite, ça a été pourquoi c'est nécessaire de le faire et d'avoir du travail en plus, alors qu'on a des statuts qui sont par essence égalitaires et qu'en plus, effectivement, comme l'a dit Philippe, il y a 75 à 80% de femmes, donc s'il y avait un problème, quand même, on nous l'aurait dit, on le saurait, ça se verrait dans le bilan social qu'on fait tous les ans et qu'on communique. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et effectivement, le rapport de situation comparée, il est très différent du bilan social parce qu'il compare des données entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière, de temps partiel, de congé parental, de choses comme ça. Donc, ça peut montrer des différences, en tout cas, dans les établissements où on a pu le faire, ça montre des différences et des différences qui peuvent générer des inégalités. Donc, effectivement, ce qui est aussi une deuxième difficulté potentielle, parce que les difficultés, elles se lèvent, c'est qu'une fois qu'on a un état des lieux, qu'on a un diagnostic et qu'il montre des difficultés, c'est du coup une difficulté de plus à gérer dans un quotidien hospitalier qui est déjà très chargé. Donc, c'est des problèmes en plus à régler. On peut supposer que ça va entraîner des questions, un dialogue social plus compliqué ou des choses, voilà, des choses à faire en plus de manière différente sur des sujets qui pour autant ne sont pas jusqu'à présent identifiés comme des problèmes. Donc vraiment, moi, ce que je peux ici expliquer, c'est comment j'ai géré cette phase-là, parce qu'au début, c'était un peu en douter des chiffres, donc il a fallu les retravailler, expliquer et identifier très vite des actions à mettre en place qui pouvaient venir corriger les inégalités constatées, parce que ce qui aussi est souvent dit, c'est comme il y a un statut, ben, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, si les femmes elles sont moins bien payées qu'on le constate, le statut, les grilles, etc., on n'a pas de levier d'action. Or, il y a des leviers d'action que l'on peut actionner. Et donc, ce qui est important, en tout cas, ce qu'il a été pour moi, et quand on a construit une démarche égalité, c'est dès lors qu'on a fait ce rapport de situation comparée, qu'on a mis en lumière des inégalités, c'est de proposer tout de suite des plans d'action et des actions qui pouvaient venir corriger ces inégalités. Bien, là, je dirais que nous, à ce moment-là de notre histoire, puisque je reprends un peu le fil conducteur, on achève l'étape de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on a franchi un cap très marqué où on se dit, on rentre, on va agir, on va agir. Et quand on a décidé qu'on va agir, ce qui arrive tout de suite après, c'est la phase du débat et de la discussion. Parce que je voudrais lever une ambiguïté sur le sujet. À partir du moment où on décide d'agir, il faut que vous sachiez qu'on n'est jamais d'accord. Il ne faudrait pas que vous pensiez que Sophie propose quelque chose sur l'égalité, que je dis oui. Elle propose quelque chose 9 fois sur 10. Je ne dis pas non, mais je dis je ne saisis pas, ou ça ne me va pas. Ou moi, je verrais plutôt ça. La démarche égalité, c'est un débat, c'est une confrontation, c'est un challenge permanent, c'est des discussions et c'est au-delà de ça un mode de fonctionnement qui va
très au-delà de la démarche elle-même, mais qui devient un mode de fonctionnement partagé par l'ensemble de l'équipe de direction et j'espère même par l'ensemble de l'établissement. C'est vrai que je souris parce que c'est un peu le fil rouge de cette politique égalité, c'est qu'on est très rarement d'accord au début, on n'a pas forcément les mêmes avis ou les mêmes idées, mais à la fin, on arrive toujours à un accord et on arrive toujours à quelque chose qui est constructif. Alors, ce n'est pas forcément que dans notre dialogue de gestion qu'on n'est pas d'accord, ça peut aussi être avec des collègues ou quand on le présente en instance, mais à la fin, il y a quand même toujours quelque chose sur lequel on arrive à être d'accord, à construire et à développer des actions. C'est vrai que cette question-là de l'égalité, elle surgit à des moments très différents aussi dans la vie hospitalière ou dans le quotidien de travail, et elle vient nous confronter à nos propres représentations en tant que professionnels ou en tant aussi dans la vie personnelle. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment des éléments essentiels aussi à avoir en tête quand on fait une démarche égalité, parce que ça questionne, et ça questionne des choses voilà, très personnelles ou qui viennent dans la vie professionnelle. Et voilà, par exemple, la question du sexisme a été un vrai sujet entre nous quand on a commencé à travailler la question de l'égalité. Et il a fallu plusieurs années pour qu'on aboutisse à l'action qu'on voulait mettre en place parce qu'on n'était pas d'accord et que c'était un sujet très sensible. Alors, du débat, de la confrontation à la rencontre, il n'y a qu'un pas à franchir. Dans la mise en œuvre d'une démarche égalité, à mon avis, ça c'est un point clé. C'est-à-dire, nous décidons très rapidement qu'il faut que nous organisions des journées de rencontres, des colloques, des conférences, vous appelez ça comme vous voulez. Et ces journées, elles sont fondatrices, puisque justement, elles vont nous permettre de rencontrer des personnes clés. Et dès le début, Philippe m'a demandé de pouvoir organiser des journées annuelles qui sont des journées de formation type conférence. Et c'est vrai qu'au départ, on était un peu seul, on pouvait même se sentir un peu isolé dans ces questions-là. Donc, j'ai cherché des ressources sur le territoire, en dehors du réseau classique des hôpitaux, donc notamment avec les universités, alors avec les hôpitaux à côté, mes collègues, mais ce qui n'était pas forcément à ce moment-là plus impliqué que ça dans ces questions, donc l'université et aussi le monde des entreprises, parce que ça nous semblait intéressant de pouvoir bénéficier des expériences ou de leur regard sur ces questions-là, donc notamment dans les banques, parce qu'il y a des grands réseaux bancaires qui ont fait des choses sur l'égalité, la SNCF aussi par exemple, pour qu'on puisse s'inspirer et bénéficier de leur retour d'expérience. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le réseau associatif, notamment le Centre d'information aux droits des femmes et des familles. Et évidemment, il y a aussi des délégués départementales et régionales aux droits des femmes et à l'égalité qui sont des personnes ressources quand on veut créer une politique égalité dans un établissement. Donc, je récapitule. Dans la démarche égalité, ce qui a été crucial pour nous, ça a été l'initiative. L'initiative, c'est le référent égalité. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est Sophie. Le deuxième point, c'est le promoteur. Le promoteur, c'est la gouvernance. Soit le directeur, soit le président de CME, ou pour le PDG ou le président pour une entreprise privée. Troisièmement, les débats, les rencontres. Le quatrième point clé, à notre sens, c'est les rôles modèles. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, j'ai fait 2 rencontres de ce que j'appelle des rôles modèles, c'est-à-dire 2 personnalités qui m'ont tiré vers le haut, voilà, qui m'ont aspiré pour essayer, et dont je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit peu le même genre de choses. Ces 2 personnalités, je vais citer leur nom, l'une parce qu'elle le mérite. La première s'appelle Christine Fabresse, elle est directrice générale aujourd'hui d'un groupe bancaire, et la deuxième s'appelle Emmanuel Quiles, que vous connaissez probablement mieux. Je tiens à dire d'ailleurs que je parle d'Emmanuel Quiles même quand je ne suis pas à des organisations qui sont soutenues par Janssen. Donc, Emmanuel Quiles et Christine Fabresse, très rapidement, elles ont 4 éléments clés. La première chose, c'est la simplicité. Elles parlent de l'égalité dans un langage accessible que tout le monde entend. Ce n'est pas des professeurs Yaka Foucault. Deuxième élément, elles sont engagées. Elles agissent. Et probablement, elles agissent plus qu'elles ne parlent. Ce que, à titre personnel, j'apprécie beaucoup.
Troisièmement, c'est des modèles inspirants. C'est-à-dire, moi, clairement, c'est des gens à qui j'ai envie de ressembler, en tant que manager, bien entendu. Quatrièmement, elle provoque une émulation. Quand vous avez la directrice générale d'un groupe bancaire privé qui vient vous expliquer qu'elle a engagé une démarche égalité, que vous êtes vous-même chef d'un établissement de la fonction publique, vous êtes quand même très piqué, vous êtes très stimulé par ça. Quelque part, vous êtes presque dans la vexation. Cette vexation, c'est un aiguillon qui vous fait réagir et qui vous fait avancer. Donc, le rôle modèle, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et on parle aujourd'hui plus de témoignages que d'expertise. Rôle modèle, ce ne sont pas des experts, ce sont des exemples à suivre. Mais travailler sur l'égalité, pour moi, et je partage évidemment ce que vient de dire Philippe, moi j'ai toujours ressenti beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie positive dès lors qu'on travaillait sur les questions d'égalité. Les rencontres, elles ont aussi permis de créer des liens et des liens qui sont très durables parce qu'ils perdurent aujourd'hui, 10 ans après, et qu'ils continuent à créer des choses de plus en plus riches. Et c'est vraiment quelque chose qui est une ressource essentielle. Le ressort de tout ça, et je rassure Alice, on a presque fini. Le ressort de tout ça, c'est que l'égalité, c'est une valeur. Qu'une valeur, ça ne se discute pas. Qu'une valeur, ça s'applique, ça se concrétise et ça se met en œuvre. Donc, je suis profondément convaincu que l'égalité, il faut la faire. Alors, je vais... Hop. Ça, c'est le document qui vient d'être finalisé pour l'hôpital de Béziers, qui est le plan d'action de l'hôpital, qui s'intitule « Agir pour l'égalité ». Parce que, évidemment, au-delà de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut incarner, tout ce qu'on peut partager autour de l'égalité, il faut bâtir un plan d'action et il faut faire des choses qui sont concrètes, qui sont visibles et que l'on peut communiquer au sein de l'hôpital. Ce qui a guidé la rédaction de ce plan d'action aussi, c'est l'utilité des actions dans le quotidien des professionnels et des professionnels de l'hôpital. Le plan d'action, il a été bâti, pour les collègues qui nous écoutent, avec une démarche classique, un comité de pilotage, des groupes de travail, du dialogue social, etc., tout ce qu'on peut connaître. Je me suis beaucoup appuyée aussi sur toutes les recommandations qui peuvent exister, les rapports du Haut Conseil à l'égalité. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui existent pour bâtir ces plans d'action. Donc, on peut le faire de manière plus simple qu'en 2012-2013. Mais il faut le faire. Voilà, en conclusion, parce que je sais que nous avons été un petit peu plus long que ce qui était prévu, je voudrais remercier à mon tour Donner des ailes, dont je suis très fier d'être membre fondateur, parce que l'intérêt de cette association, c'est qu'on se sent moins seul. Ce sera mon troisième et dernier aveu de la journée, c'est que quand on se lance dans une démarche égalité, qu'on est un homme et que ça se passe en 2012, on se sent parfois seul. Parce que les premières réactions que j'ai rencontrées, c'était de la moquerie ou des sourires narquois, voire de la dénégation, parfois même une certaine agressivité. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Et je dois dire d'ailleurs que je suis convaincu que les réseaux sociaux qu'on passe beaucoup de temps à vilipender ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire parce que ça a libéré la parole. Voilà, Weinstein, il y a eu MeToo, il y a eu d'autres événements de ce type. Ça a permis qu'aujourd'hui, on soit capable d'en parler et ça a permis qu'aujourd'hui, on se retrouve sur ce sujet. Donc, merci beaucoup, Donner des ailes, parce que vous avez contribué grandement à rompre ma solitude. Merci beaucoup à Sophie et à Philippe pour ce témoignage. Donc, vous l'avez compris, on s'est basé sur ce retour d'expérience et l'objectif, c'est bien ce que dit Philippe, c'est que les établissements se sentent moins seuls et qu'on puisse les accompagner dans le déploiement de cette initiative. Donc, je vais vous donner quelques éléments sur les outils qu'on a mis en place au sein de l'association. On vous les présenter brièvement. Ces outils sont disponibles sur notre site web aussi, vous pouvez aller les récupérer. Et puis ensuite, Marie-France présentera finalement comment elle les a déployés plus récemment dans son établissement. Donc, vous l'avez compris, les origines de la démarche,
Ce sont les retours d'expérience de Philippe et de Sophie. Et ensuite, au niveau de l'association, on a créé un groupe de travail mixte avec plein d'acteurs, membres de l'association, à la fois des médecins et des personnes plutôt de la direction des établissements pour construire ces documents. Et donc, le résultat, c'est 2 documents principaux. Un guide de recommandation, c'est un guide assez court avec des étapes clés pour vous guider dans cette mise en œuvre, et un modèle de charte. L'idée, c'est de vraiment un petit peu formaliser l'engagement de tous les acteurs dans le cadre de cette charte au moment du début de l'initiative. Cette démarche, on en a parlé autour de nous parce que le but, c'est que le plus d'établissements possible se lancent. Donc, on en a parlé avec la FHF, la FEAP, la FHP, la direction la conférence des DG de CHU. On a aussi une réunion avec la conférence des doyens en juillet. L'objectif, c'est que le plus de monde possible connaisse cette démarche et puisse en parler autour d'eux. Donc, le guide de recommandation dont je vous parlais, c'est un petit guide de quelques pages. C'est très pratico-pratique. Le but, c'est vraiment d'aller dans le concret. Il est composé d'une part de quelques chiffres clés qui peuvent aider à sensibiliser sur le sujet, des facteurs clés de succès, et puis des étapes et des outils pour le mettre en place. Donc, quelques exemples de facteurs clés de succès que vous allez retrouver dans le guide. L'importance d'identifier une référente égalité ou un binôme. En discutant tous ensemble dans notre groupe, on s'est dit que le mieux finalement, c'était d'avoir un binôme avec un médecin, par exemple, et une personne de la direction pour avoir ces 2 têtes qui font avancer le projet. Évidemment, c'est extrêmement important de mobiliser les différents acteurs de l'établissement, à la fois à travers les instances et à la fois à travers une communication plus large pour que le plus de monde possible soit conscient de la démarche qui est lancée et s'implique dans cette démarche. L'importance de l'intégrer dans toutes les politiques sociales de l'établissement, c'est vraiment en fait une évolution de culture où à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit avoir derrière la tête « Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose auquel il faut que je pense ou quelque chose il faut que je fasse attention pour bien respecter l'égalité entre les femmes et les hommes ?» La création de lieux d'écoute, d'échange, et Sophie et Philippe en ont parlé tout à l'heure, c'est très important, qu'il y ait des lieux où tous les acteurs de l'établissement, et pas seulement les femmes, mais aussi les femmes, puissent s'exprimer en confiance, gagner en confiance et se sentir libres de parler et de partager sur leur situation et sur les besoins. Et le dernier facteur clé de succès qu'on voulait vous partager aujourd'hui, il y en a quelques autres dans le document, c'est le fait d'adopter une posture pragmatique. L'idée, ce n'est pas de faire un bing-bang et de tout changer du jour au lendemain. D'abord, ce serait compliqué. Mais finalement, pas à pas, avec des petites actions les unes après les autres, c'est vraiment comme ça qu'on avance et qu'on met en place des choses qui peuvent faire une vraie différence. Dans le guide, vous allez également retrouver les étapes qu'on vous conseille pour mettre en place la démarche. Donc, la première étape, c'est de vraiment lancer la dynamique à travers une communication dans l'établissement, à travers la mobilisation des différentes instances et à travers finalement la signature de la charte, qui est un peu ce temps clé, ce temps fort dont Marie-France pourra vous parler, le temps fort d'engagement de toutes les instances de l'établissement. Ensuite, il y a une étape très, très importante de diagnostic. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un travail qui soit adapté à votre établissement, à vos spécificités. Et donc, c'est ce dont parlait Sophie tout à l'heure. Il y a des outils qui existent, notamment le rapport de situation comparée. C'est des outils qui existent depuis longtemps, qui sont normalement mis en place dans les établissements, qui ne le sont pas toujours. Mais il y a des outils comme ça que vous pouvez utiliser. Il y en a d'autres qui existent et qu'on vous indique dans le guide pour voir vraiment quelles sont les problématiques de votre établissement. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir faire des groupes de travail et élaborer avec eux des plans d'action. L'objectif, c'est d'avoir dans ces groupes de travail à la fois des personnes, des instances et à la fois tous les acteurs de l'établissement qui sont volontaires pour participer. Et l'objectif, c'est de construire une feuille de route. Et cette feuille de route, elle va pouvoir évoluer dans le temps. Il y a certains chantiers qui vont se lancer tout de suite, d'autres qui vont peut-être se lancer dans un second temps. Et puis, il faudra mettre à jour cette feuille de route au fur et à mesure que vous avancez. C'est vraiment une dynamique dans le temps. L'idée, c'est pas vraiment pas de se dire on veut faire quelque chose pour l'égalité femmes-hommes, de signer la charte et de s'arrêter là. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un vrai plan d'action et une dynamique dans le temps pour que ce soit vraiment efficace. Et d'ailleurs, c'est la dernière étape, c'est de maintenir cette dynamique avec des temps de rencontres et des temps d'étapes réguliers, au moins une fois par an, avec des indicateurs pour suivre l'avancement, le progrès des travaux, des mises à jour de la feuille de route, pour qu'on soit vraiment dans une démarche et dans une évolution globale au niveau de l'établissement.
La charte, c'est donc un document que vous pouvez utiliser pour formaliser un petit peu l'engagement de toutes les parties prenantes au début de la démarche. Donc, on vous propose un modèle de charte qu'évidemment, vous pouvez adapter en fonction de votre établissement. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'il y ait vraiment un engagement de tous ces acteurs assortis d'indicateurs, de points de suivi pour vraiment aller dans le concret. On nous pose souvent la question de qui doit être impliqué dans la signature de la charte. Ça va évidemment dépendre des établissements, mais le but, c'est d'être le plus large possible au niveau des instances pour que tout le monde soit embarqué. Donc, évidemment, la direction de l'établissement, mais aussi le président de CNE, c'est très important, CTE, CHSCT, le doyen pour les CHU, le président de conseil de surveillance, adapté en fonction des établissements. Mais globalement, l'objectif, c'est que le plus de monde possible s'implique. On vous a mis là quelques exemples d'indicateurs qu'on a réfléchis au niveau du groupe de travail. L'objectif, c'est pour les indicateurs de ne pas avoir trop d'indicateurs, mais d'en sélectionner un petit nombre. On vous en propose 7, donc ça pourrait être 6 ou 5, mais un petit nombre qui sont bien compris, bien partagés et bien exploités et qui vous servent un petit peu de phare dans votre démarche pour que vous puissiez avoir dans le temps une mesure de l'impact de la démarche. On a 3 volets d'indicateurs, des indicateurs sur la démarche elle-même, quelles sont les actions qui sont mises en place, des indicateurs sur le ressenti des acteurs de l'établissement et des indicateurs sur l'impact concret de la démarche. Donc sur le premier volet, ce sont les indicateurs sur la démarche en elle-même, par exemple le budget qui est affecté à cette démarche, l'avancement des actions de la feuille de route pour vérifier que les actions qui ont été identifiées avancent bien, le nombre de personnes formées, parce qu'on sait que la formation, c'est très important, le nombre de communications internes sur les actions qui sont mises en place. C'est extrêmement important qu'il y ait de la sensibilisation et que tous les acteurs connaissent ce qui se fait et toutes les propositions qui sont faites. Les indicateurs sur le vécu, l'idée, c'est de faire une petite enquête. Finalement, on s'est inspiré pour les questions, beaucoup des questions qu'on a utilisées pour notre baromètre Ipsos, parce que c'est en interrogeant les gens, les femmes et les hommes, sur la situation qu'on voit un petit peu concrètement comment ça se passe et comment ça évolue. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire un mini questionnaire que vous pourriez faire tous les 6 mois, tous les ans, pour voir un petit peu comment ça évolue et comment les actions qui sont mises en place ont des impacts. Et donc, les questions, ça va être est-ce que vous avez été victime de comportements sexuels ou de sexistes ou de harcèlement, ou témoin pour les hommes? Est-ce que vous avez été victime de discrimination ou témoin de discrimination? Et aussi, est-ce que vous avez eu connaissance d'actions mises en place dans votre établissement? Cette question, elle est importante parce que ça montre l'impact de la sensibilisation et l'impact de la communication qui est fait en interne sur tous les sujets d'égalité qui seront mis en place. Évidemment, ça peut être intéressant dans les réponses de distinguer les hommes et les femmes pour voir un petit peu peut-être les différences de perception. Le troisième volet, c'est des indicateurs sur l'impact de la démarche. Donc, ça va être des choses, par exemple, autour de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, soit à travers des pourcentages d'écart, soit des pourcentages de femmes dans les 25 plus hautes rémunérations, par exemple. Et on peut faire des zooms, si vous le jugez pertinent, au niveau des instances, au niveau des différents postes. Le lien avec l'association, donc nous, on est là pour vous donner des outils. Et ce que nous, on aimerait vraiment, c'est finalement être un relais de communication pour que tous les établissements entendent parler de la démarche, se lancent et puissent aussi partager des informations. Sophie montrait tout à l'heure leur dossier. Nous, ce qu'on aimerait bien finalement, c'est que chaque établissement nous informe qu'il se lance et qu'on puisse le partager avec les autres établissements pour qu'il y ait des liens, des connexions qui se fassent entre les établissements, des partages de documents, de conseils, on crée une espèce de réseau finalement entre les établissements qui se lancent dans la démarche. C'est pour ça que ce qu'on vous propose, c'est si vous êtes intéressé, si vous voulez vous lancer, si vous avez des questions ou que vous voulez vous lancer, d'abord se rapprocher de nous. Vous pouvez adhérer à l'association, bien sûr, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau individuel, sans que ce soit obligatoire. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est que vous nous informiez que vous vous lancez avec les coordonnées du référent égalité ou du binôme. Et nous, sur notre site web, on a une petite carte de France avec les établissements qui se lancent, avec les coordonnées des référents s'ils sont d'accord. Et l'idée, c'est que les référents puissent ensuite prendre contact avec l'établissement qui est à côté, qui fait la même chose ou qui est un petit peu plus loin, et pouvoir échanger, partager sur les retours d'expérience. Ensuite, il y a l'étape de formalisation du lancement au niveau de la charte.
Donc, ça nous intéresse d'être informés que vous la signez, voire on peut avoir un membre de l'association qui est présent en visio, par exemple, pour appuyer sur ce moment un peu formel. Ce qui nous intéresserait aussi, c'est que vous partagiez les documents que vous créez, vos plans d'action, peut-être des communications internes que vous avez faites, etc. L'idée, c'est de faire un espèce de dossier où on pourrait partager tous ces documents pour que les établissements puissent en bénéficier aussi. Et puis, une fois par an, là, c'est plus pour vous, pour avoir cette cadence et cette motivation, faire un petit bilan des indicateurs et nous le communiquer, plus pour que vous ayez finalement ce point d'étape avec nous et que vous continuez à maintenir la dynamique. Voilà. Je vais laisser Marie-France Oliéric vous partager son témoignage et puis ensuite, on aura une session de questions-réponses. Merci Alice, bonjour à tous. Je suis donc gynécologue obstétricienne et présidente de CLE du CHR Bastionville. C'est avec grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour vous témoigner de notre expérience de mise en place de la charte égalité hommes-femmes au sein de l'établissement. C'est tout récent puisque ça date du 16 avril. Un grand merci à toute l'équipe de Donner des ailes qui nous aura fait découvrir cette charte dans un premier temps et qui nous aura aidé à la mettre en place. Alors, ça commence autour d'un apéro à Rennes. Alors, on y a de nouveaux droits depuis hier, mais en fait, il date d'octobre. C'était lors d'une formation à l'EHESP, donc en octobre, tout début octobre. J'ai vu que dans les participants, il y avait une PUPH de Lille. Alors, c'était peut-être ma collègue de Lille qui s'est connectée aujourd'hui, qui était la première à me parler de l'association et qui me dit il y a un webinaire début octobre sur donner des ailes à la santé. Ça parle de l'égalité, c'est hyper important, il faut absolument que tu le vois. Donc, je regarde le webinaire en replay le week-end suivant et finalement, ce même week-end, j'envoie un SMS à ma directrice générale, Madame Sayard, en lui disant on est dans un établissement où il y a une DG femme, il y a une PCME femme, faut faire quelque chose, quoi. Si nous, on ne le fait pas, c'est que tout est perdu. Et là, tout s'enchaîne avec une dynamique vraiment incroyable. Finalement, elle adhère, mais derrière, tout le monde adhère. Alors, c'est pas un conte de fées, mais presque dans une année où on a tous vécu le Covid, finalement, c'était une lueur d'espoir pour tout le monde et tout s'enchaîne très, très bien. Pour ma part, je pensais qu'en intra-CHR, c'était important, comme l'ont dit tout à l'heure Philippe et Sophie, de dire qu'on était dans cette dynamique, de montrer que c'était important pour nous, mais je trouvais que c'était aussi important en externe de montrer qu'on pouvait venir travailler chez nous, qu'on avait ce souci d'égalité et que les femmes devaient arrêter de s'auto-censurer, qu'il était possible d'accéder à des postes à responsabilité chez nous, mais ailleurs, parce qu'après, ça fera effet boule de neige et tout le monde montrera que c'est capable dans son établissement. Et finalement, ça pouvait lutter contre ce plafond de verre dont tout le monde parle, ou tout le monde ne parle pas plutôt en fait. Donc on prend contact avec Géraldine Pignot, qui est la présidente de l'association, et l'équipe de Cyrus, et vraiment on a été épaulés, c'est vraiment le mot, tout au long de cette démarche qui n'est pas longue, hein, puisque, alors bien moins longue qu'il y a 10 ans, j'imagine, puisque finalement, le webinaire octobre, on prend contact, je ne pense pas tout de suite, parce que octobre-novembre, ça a été un peu compliqué dans l'Est, comme partout, j'imagine. Donc, en fait, on prend contact, je crois, juste avant Noël, avec Géraldine et avec Cyrus, et finalement, on signe le 16 avril. Donc, ça fait un timing à 4 mois, c'est pas mal quand même. Donc, on suit presque mot à mot le guide qu'Alice a proposé, puisqu'on met en place un référent égalité. Alors, c'est vrai que dans la charte, il y avait écrit référent égalité directeur. Ma directrice d'affaires médicales, c'est Madame Bouillot. On a trouvé que c'était bien d'être un binôme. Donc, chez nous, le binôme, c'est moi en tant que présidente de CME et Madame Bouillot en tant que directrice des affaires médicales. Et là, deuxième étape, on met en place une commission égalité. Alors, au départ, je l'ai fait. Alors, c'est contre l'égalité, c'est-à-dire j'ai pris les directrices que j'aimais bien, les médecins que j'aimais bien, et on s'est fait un petit groupe de femmes comme ça. Et là, quand même, là, on me dit, c'est bizarre, tu fais un groupe de commission égalité, en fait, il n'y a que des femmes, ça va à l'encontre de tout le principe de la charte. Et
Et là, finalement, se découvre notre directeur des finances qui dit moi, je veux quand même y participer, je trouve que c'est important. Pour la petite anecdote, le jour de la charte, il a mis une cravate rose et des chaussettes roses parce qu'il trouvait que c'était important de montrer qu'il… Alors, c'est peut-être excessif, mais ça montre qu'il était quand même hyper motivé. Je propose à notre directeur des écoles infirmières et sages-femmes de participer. Il est tout de suite d'accord. On a bien sûr la directrice des affaires médicales, la directrice des ressources humaines, la directrice des affaires juridiques. Et après, on a le versant médecin. Donc, on a des médecins hommes et femmes, en fait. Alors, pour les citer, on a notre dîme de territoire, on a notre chef de pôle médecine, on a notre médecin du travail, un médecin hygiéniste, des PH de tout service. Une de mes collègues gynécologues obstétriciennes qui me dit tu es gentil dans ta charte, mais regarde, on travaille avec des sages-femmes tous les jours. Sur notre établissement, dans un des sites, on a 50 sages-femmes, il y a un sage-femme homme. C'est le moment de le faire participer, de montrer qu'en fait, il peut amener quelque chose à l'établissement et en dehors de l'établissement, parce que certains établissements n'aiment pas bien engager des sages-femmes hommes parce qu'ils estiment que les femmes qui accouchent n'ont pas envie d'avoir un sage-femme homme, ce qui n'est pas vrai puisque ça leur va d'avoir un gynécologue homme, en fait. Donc, il n'y a pas de raison que le sage-femme ne puisse pas être un homme. Donc, il adhère. On a une de nos représentantes syndicales qui est là et un gestionnaire des risques. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, c'est une grosse commission parce que finalement, quand on commence à inviter une personne, on nous dit « Ah bah oui, mais je connais le gestionnaire des risques, je pense que ce serait bien qu'il vienne. » Puis un tel dit cette personne-là serait intéressée. Et finalement, alors on est quand même… J'avais invité toutes celles que j'aimais bien, donc on est quand même beaucoup de femmes. Mais il y a quand même, je pense, un bon tiers d'hommes et je pense qu'on pourra peut-être l'étendre à d'autres personnes motivées. Donc ça, c'était lancé. Ce qui est aussi important, je pense, au sein des établissements, c'est que souvent, on dit qu'il y a le versant directeur et le versant médecin et que c'est deux mondes différents. Je pense que pour que ça marche bien, il faut que ce monde-là, il en fasse plus qu'un. Ça va dans l'égalité aussi de ce côté-là. Et au sein de l'établissement, on avait mis en place un copil salle de sport il y a 2 ans pour mettre en place une salle de sport pour le personnel. Et finalement, on avait déjà commencé. C'était moi en tant que chef de service de gynéco, j'étais pas présidente de CME, et le directeur adjoint des ressources humaines. C'était notre première expérience et vraiment cette commission, elle est toute dynamique parce que l'établissement passe au-delà du statut de médecin, de directeur, d'homme-femme, et c'est vraiment, on essaye de faire changer les choses dans cette commission. Ensuite, on a suivi l'autre étape, c'était présenter aux instances. Donc, on l'a présenté au directoire, en CME, en CTE, en commission de soins, au CHSCT. Je ne sais pas si toute la liste était exhaustive, mais en fait, nous, on l'a présenté à tout le monde. Et là, comme je disais tout à l'heure, quand la plupart de vos réunions elles se font en visio et elles se font autour des cellules de crise de Covid, de présenter un projet qui nous tenait à cœur, à la directrice générale et à moi, dans une équipe qui a quand même été profondément marquée par l'année 2020. Je n'ai pas dit qu'aucune de nos équipes était malheureuse et qu'on n'avait pas plein d'arrêts de travail, plein de burn-out, mais c'était quand même quelque chose qui faisait du bien, de se dire finalement l'établissement redémarre, parce que rien qu'après la première vague, je ne sais pas comment ça a été dans vos établissements, mais en fait, reprendre des projets, refaire quelque chose, on avait l'impression qu'on était tous en stress post-traumatique et que c'était difficile. Alors là, après 3 vagues, c'est d'autant plus difficile. Et vraiment, ça a fait du bien à tous. J'ai contacté par ailleurs les représentants des internes qui siégeaient à la CME, parce que je me suis dit, malgré tout, c'est pour eux qu'on travaille au sein de l'établissement au niveau médical. Alors après, je vous ai parlé des étudiants infirmiers, des étudiants sages-femmes par ailleurs. Ça touche tout le monde, mais je pense que c'était bien de les sensibiliser. Je rappelle quand même qu'un interne se suicide tous les 18 jours, et je pense que c'est important. Alors, ce n'est pas à cause de l'égalité homme-femme, enfin, qu'importe, mais je pense que c'est important de travailler pour l'avenir. Et finalement, l'égalité homme-femme, c'est un peu le point de démarrage de plein de choses qui peuvent faire changer
nos hôpitaux qui sont quand même très en retard par rapport à certaines entreprises privées. Donc, on a signé le 16 avril, était présente la directrice générale, moi en tant que présidente de CME, secrétaire CTE, secrétaire CHSCT, et Géraldine Pignot était là en visio. On avait notre présidente du conseil de surveillance. On a publié sur nos réseaux sociaux, il y a vraiment un engouement qui est important. Juste une petite anecdote, c'est juste après, on avait notre France Bleu Lorraine qui était là pour interviewer et qui ne comprenait pas bien la charte. Alors je lui dis, d'un point de vue caricatural, vous rentrez dans une pièce, quand vous faites votre tour, il y a une femme, un homme, la femme est toujours l'infirmière et l'homme est toujours le médecin. Il m'a dit, ah ben là c'est bon, j'ai tout compris, je vois bien, où il faut agir. Donc je pense que c'est important de vous dire que c'est possible et que c'est possible de façon assez facile de le mettre en place si on suit ce que Donner des ailes et Sirius peut faire. Je pense qu'après, il y a beaucoup de travail derrière la mise en place de la charte. C'est ce que Sophie disait tout à l'heure, mais il faut y croire, c'est possible. Voilà, je n'ai pas dépassé. Merci. Merci infiniment, Marie-France. Du coup, on va passer aux questions. Donc, Florian, mon collègue, va nous lire les questions. Je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de voir toutes les questions, mais s'il y en a d'autres qu'on n'a pas le temps de voir de toute façon, vous pouvez nous contacter. On va essayer de répondre au maximum. Merci à tous pour vos questions et vos remarques qu'on va poser aux intervenants. Je vais tout de suite commencer par Sophie et Philippe. Il y a eu beaucoup de réactions. Je vous remets en évidence. Donc, les questions qui ont été posées concernent principalement l'obligation d'avoir un plan d'action égalité. Par exemple, les hôpitaux publics, en particulier les CHU, ont-ils, comme les universités, l'obligation d'avoir un plan d'action égalité? Oui, les hôpitaux, c'est une thématique et une obligation du CHSCT depuis très longtemps, mais depuis la loi de transformation de la fonction publique en 2019, les établissements de santé ont l'obligation de rédiger un plan d'action égalité et de le transmettre à l'ARS. S'il n'est pas transmis, il peut leur être appliqué une pénalité financière à hauteur d'un pourcentage de la masse salariale. Donc, c'est une obligation et il y a des thèmes impératifs à aborder dans le plan d'action égalité. Ce plan d'action, il était à transmettre pour le 31 mars 2021. Merci pour cette réponse. Deuxième question de Marilyn Labasque, qui est ravie de nous rejoindre en tant que femme scientifique et qui aime beaucoup l'honnêteté autour de ses prises de conscience avec des hommes autour de la table. La parité est un bénéfice pour tous. Sa question est la suivante. Pourquoi les questions de parité et de diversité sont communément associées au monde RH et comment ouvrir ces questions finalement à tous les départements et à d'autres statuts? Je ne sais pas si je comprends complètement la question, mais en tout cas, dans le plan d'action égalité de l'hôpital de Béziers, la question de la mixité et de la parité est abordée pour toutes les instances de l'hôpital et du GHT. Et la question de la présidence aussi de groupes de travail ou de comités internes qui sont obligatoires. Très bien, merci. Autre question, comment avez-vous initié au CH de Béziers cette expérience réussie du CH de Thuir? Comment cela a-t-il été perçu, reçu par les professionnels? Alors la question, j'aime beaucoup cette question. En fait, quand je suis arrivé à l'hôpital de Béziers, on attendait de moi que je lance une démarche égalité. Et ça, c'était quand même quelque chose de super. Quelque part, c'était une victoire. C'est-à-dire que c'était une reconnaissance dans mon nouvel établissement de ce que nous avions construit laborieusement, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Ça n'a pas toujours été facile. Je trouve ça assez génial, ce qu'a raconté Marie-France, parce que ça donne une impression de fluidité magnifique. Et ça aussi, c'est quelque part, ça a un peu le parfum de victoire. Donc, quand je suis arrivé à Béziers, ça a été très facile, puisque tout le monde attendait de moi que j'engage cette démarche-là. Mais je dois aussi préciser que la présidente de CME de l'hôpital de Béziers est une femme. Réanimatrice en vacances aujourd'hui, sinon elle aurait été avec nous. Vous comprendrez bien qu'en ce moment, les réanimateurs, quand ils demandent des vacances, on leur accorde. Très bien, merci. Une dernière question. À propos de la construction de la confiance, avez-vous adopté des outils particuliers pour permettre les conversations qualifiées de courageuses?
Ça, c'est une culture d'entreprise qu'il faut développer. Parce que c'est effectivement, quand on préparait cette présentation, Sophie a utilisé l'expression boîte de Pandore. Quand on s'engage sur l'égalité, on sait aussi qu'on va produire des effets qu'il va falloir gérer. Voilà, je suppose que cette question fait référence à ces situations et il faut être prêt à assumer. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai connu une situation dans mon établissement où j'ai procédé à 2 licenciements secs de personnel qui ont une attitude inqualifiable à l'égard d'une employée femme de l'établissement. Donc, il faut être prêt à aller jusqu'au bout, ce qui est parfois assez difficile. La confiance, en tout cas, c'est pour que les personnes osent parler, dire des choses, demander aussi des promotions. Ça, c'est la confiance et la capacité d'exprimer des choses. Mais ce qui est essentiel, et c'est pour ça qu'il faut des promoteurs internes, c'est que ça soit entendu, traité, géré et que ça intègre les process, les procédures RH, les procédures de gestion au sein de l'hôpital. À Béziers, aujourd'hui, on a mis en place un groupe de travail sur la confiance en soi et l'empowerment au féminin, parce qu'effectivement, ce qui est aussi essentiel, et c'est porté par Donner des ailes, c'est que les femmes, elles aient confiance, et c'est aussi ce qui fera que l'égalité, elle avancera vite. C'est très important pour la crédibilité de la démarche. C'est-à-dire, sinon, ça reste une déclaration d'intention. C'est ce que juste pour compléter, c'est Valérie et je voulais merci pour ces précisions. Effectivement, c'est ce qu'on veut faire avec les ateliers qu'on va lancer après celui-là. On a prévu, pour Donner des ailes, de faire aussi des ateliers sur les soft skills, en fait, ce qu'on appelle les soft skills, la capacité justement à se projeter, à oser lever la main, à oser prendre la parole et à avoir confiance en soi. Donc, ça fait partie de la feuille de route de Donner des ailes à la santé pour la suite. Donc, more to come, comme on dit, sur le sujet. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose d'élargir un petit peu les questions à l'ensemble de nos intervenants avec une question qui est très pratique pour le coup. Est-ce que le coût financier de cette démarche et des plans d'action qui ont été développés a été évalué? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus? Et là, je m'adresse à tout le monde pour le coup. Moi, je m'attendais un peu à cette question-là. Alors, j'ai plusieurs réponses. Faire une démarche égalité à l'hôpital de Thuir, qui est un tout petit établissement, ça a été possible. Il n'y a strictement eu aucun financement d'accompagnement, mais on l'a fait. Donc, je considère que si on a pu le faire à Thuir, si on peut aujourd'hui le faire à Béziers, alors qu'il n'y a strictement aucun financement, on peut le faire partout. Et je pense que si on peut le faire, on doit le faire. Et là, pardon, dernière partie de ma réponse, posez-vous la question du coût qu'aurait le fait de ne pas s'engager vers une démarche égalité. Tout à l'heure, Marie-France a très finement abordé la question, elle a effleuré la question du recrutement, de l'image de l'établissement et de ce que renvoie une démarche égalité à ceux qui sont à l'extérieur de l'établissement. Ça, c'est un point qui me paraît très important. C'est un peu le coût de la qualité qu'on peut retrouver dans d'autres démarches. En tout cas, la question du coût et peut-être plus globalement d'un budget est intéressante à se poser si les établissements souhaitent s'engager dans une démarche de labellisation pour obtenir le label égalité. Parce que c'est un élément de questionnement qui est posé par les auditeurs. Donc, ça peut être intéressant, dès lors qu'on commence une démarche, d'identifier, par exemple, du budget com que l'on met, des budgets, s'il y a des choses particulières qui sont à valoriser, de pouvoir le prendre en compte dès le début, parce que dans une démarche de labellisation, cette question-là, elle est posée. Je rejoins ce qui a été dit sur l'investissement à long terme. C'est de l'investissement à long terme. Et par ailleurs, lorsqu'on a signé, nous, la charte, on a une déléguée départementale qui était présente, qui avait été invitée par la directrice générale et qui a dit que si on avait besoin d'aide, aussi bien financier que de soutien, elle pouvait être présente. Alors, je pense qu'il y a
peut-être une possibilité de ce côté-là. On ne l'a pas du tout sollicité parce que pour l'instant, on n'en a pas eu l'utilité, mais il faut savoir que ça peut être une piste. J'ai encore 3 questions. Je ne sais pas si nous aurons le temps de toutes les poser, mais on va essayer au maximum. Au-delà de la prise de conscience et de l'engagement, sur quel levier avez-vous pu jouer, avec quels effets pour réduire les inégalités? Je réponds. Je voudrais prendre peut-être l'exemple un peu que je trouve emblématique de ces sujets, c'est la question de la maternité et de la grossesse. Dans un hôpital, il y a 75% environ du personnel qui est féminin. Et je ne sais pas comment ça se passe dans vos hôpitaux hein, sur les congés maternité, les arrêts de travail avant le congé maternité, parce que moi, là où j'ai travaillé, ça générait des absences assez longues. On sait par exemple que les absences longues, ça a des effets négatifs sur les parcours professionnels des femmes, donc il y a un vrai sujet à aborder. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas dans les marchés aujourd'hui sur les tenues professionnelles des vêtements adaptés pour les femmes enceintes. Donc, je sais pas, c'est un impensé, la grossesse chez les femmes qui travaillent dans un hôpital aujourd'hui. Donc, c'est des sujets qu'il faut vraiment aborder et qui sont pratico-pratiques. Les femmes enceintes à l'hôpital, elles ont pas... Aujourd'hui, elles sont habillées comme des hommes gros. Voilà, il n'y a rien fait pour les femmes enceintes à l'hôpital. Donc, ça, c'est un vrai sujet, par exemple. C'est un levier d'action essentiel. Merci à tous pour vos réponses. Il nous reste 1 minute pour conclure, donc je vais repasser la parole à Alice. Merci Florian. Alors, désolé, on n'a pas pu aborder toutes les questions, mais vous pouvez évidemment nous les poser. Je pense qu'on fera peut-être un petit mail. On va circuler les questions et on fera une réponse par mail. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous les envoyer sur l'adresse de donner des ailes à la santé. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est que le plus d'établissements possible puissent se lancer dans la démarche. Et l'idée, c'est aussi de faciliter la communication entre les établissements qui se lancent, parce que l'objectif, c'est que ce n'est pas chaque établissement qui le fasse dans son coin, mais qu'il y ait vraiment une collaboration et un partage d'expérience pour que ce soit le plus facile possible et peut-être moins difficile en tout cas que dans les premiers temps de la démarche lancée à l'époque par Sophie et Philippe. Nous, on voulait vous remercier de votre participation à cet atelier. Comme disait Valérie, c'est notre premier. Notre objectif, c'est de continuer ces ateliers, d'en avoir tous les 2 mois sur des sujets comme l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les soft skills, comme disait Valérie. Et le prochain atelier qu'on veut faire, ce sera probablement fin juin, début juillet, sur la construction d'un réseau pour aider dans la carrière professionnelle. Il me reste à remercier tout le monde, évidemment les orateurs, tous nos partenaires qui nous accompagnent sur ces travaux, vous d'avoir participé à cet atelier. Et je vous rappelle donc l'adresse de l'association, du site de l'association, donnerdesailesalasanté.org. On a enregistré cette session et elle sera mise à disposition sur le site dans les prochains jours. Voilà, merci infiniment à tous et j'espère qu'on aura sollicité des envies et des volontés et des motivations de se lancer dans la démarche.